Bonjour, bienvenue à la scène littéraire. La scène littéraire au Salon du Livre de Genève, c'est l'événement ici. La petite scène, le petit prix, désormais grand, puisqu'il siège parmi les grands, qui monte ici du côté de Genève. Salon du Livre de Genève, un prix renommé, important, avec celui d'autres villes dont on ne va pas faire de publicité, mais Genève se suffit à elle-même, à elle seule. Salon du Livre de Genève, la scène littéraire, qu'est-ce que c'est? C'est le prix du livre engagé. Livre engagé d'un écrivain, d'un auteur, d'un essayiste, de quelqu'un qui parle avec force, avec originalité, avec authenticité, avec innovation dans le discours et qui parle de problématiques dont on a souvent peur de parler ou dont on est impuissant ou face auxquelles, plus précisément, on est impuissant parce qu'il y a le poids de la mémoire, la barrière parfois de la langue, la distorsion entre l'écriture, l'oralité entre les écrivains, leurs lecteurs. La scène littéraire, au milieu de tout ce fatras, a su trouver les auteurs qui portent cette puissance, cette nouvelle langue qui monte d'Afrique et d'ailleurs, de ces diasporas, de ces écrivains, de ces essayistes, de ces cris parfois isolés et qui s'élèvent et qui convergent vers toutes les solitudes que nous sommes à nous interroger sur le devenir de l'Afrique. Où va-t-elle? Quelle est-elle? Que dit-elle aujourd'hui? Parce qu'il s'agit de parler d'aujourd'hui, même si quelquefois il faut s'appuyer sur hier, il faut parler d'aujourd'hui pour demain. La scène littéraire, elle est là, au Salon du Livre, elle a pris ses quartiers ici, et pour ouverture, elle a un programme alléchant. Je vous en donne quelques lignes. Aujourd'hui même, nous aurons une conférence avec le professeur Com, qui nous est venu du Cameroun, et qui est rejoint ici par un jeune, un de ses fils spirituels, qui est professeur du côté de Dallas, il me semble aux États-Unis, qui nous a rejoint ici à Genève. Ils vont exposer sur le thème la littérature en Afrique, à quoi bon? À quoi bon? Vaste programme, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, ce sera à 18 h. Mais pour commencer, en ouverture, nous allons entrer avec force sur un sujet d'actualité, par un sujet d'actualité. Il concerne la question du terrorisme en Afrique, de la guerre, quelque chose de multiforme, de protéiforme comme ça qui se déroule dans un lieu déjà mémoriel par son histoire, au carrefour du lac Tchad, au croisement du Cameroun, du Nigeria, du Tchad, du Niger. Déjà là, dans les siècles antérieurs, se sont produites les premières razzias, les premières conquêtes arabo-musulmanes. Aujourd'hui, on nous dit Boko Haram. D'où vient-il? Que sont-ils? On va répondre à cette question à travers un livre dont l'auteur est ici présent et qui, lui, va répondre à ce livre. Il vient du Cameroun et précisément de cette région-là qui est aujourd'hui touchée par ce qu'il appelle lui-même le phénomène Boko Haram. Il s'appelle Zaché Bétier, il vit à Genève, il est originaire de cette partie du Cameroun, il est docteur en philosophie, il vit ici et il se présentera mieux que je ne l'ai fait encore. Bonjour. Bonjour. Cher Zaché Bétier. Bonjour. Bonjour. Que faites-vous à Genève, en dehors, à part parler de Boko Haram? Plutôt Neuchâtel, je dirais, pour rectifier. Oui. Je suis pasteur de paroisse dans une église réformée, oui. Donc église protestante. J'exerce depuis 5 ans au Landron. À côté du ministère pastoral des recherches théologiques, je suis très intéressé par la philosophie, évidemment, comme vous l'avez souligné. Et l'actualité également me préoccupe. D'accord. Vous êtes docteur en philosophie, vous êtes docteur en théologie, plus précisément. Vous avez soutenu sur un auteur. Herbert Marcuse, sur le thème de la nature et de l'historicité. Pourquoi lui? J'ai découvert cet auteur comme étudiant à Yaoundé. Au Cameroun? Oui, au Cameroun, évidemment. Et je recherchais des philosophes qui pouvaient me toucher dans les tripes, quoi, pour m'exprimer ainsi. Et j'ai vu en Herbert Marcuse, à cette époque-là, une figure révolutionnaire importante qui pouvait me donner des ressources dans la réflexion qui me préoccupait à l'époque. Qui était l'écologie, la politique, tout ce qui concerne l'homme en quelque sorte. Vous vous intéressiez à l'écologie en Afrique déjà à l'époque? Tout à fait. Et comment elle est arrivée à vous? Par des séminaires, des lectures, des rencontres
Et il faut dire que peut-être dès mon bas âge, j'ai commencé à développer une certaine conscience écologique venant d'une région sahélienne. Pour moi, il était important que nous plantions des arbres. Il était important que l'environnement puisse être reverdi, repousser la sécheresse et toutes les fatalités que cela entraîne. Vous passez par l'université de Yaoundé. Oui. Ensuite, c'est la Suisse. Pas directement, mais finalement Lausanne quand même, où j'ai pu soutenir ma thèse, où j'ai étudié aussi, autant en théologie qu'en philosophie. D'accord. Donc, comme dirait l'autre, le jour vous prêchez, la nuit vous enseignez. On peut le dire, oui, pourquoi pas. Non mais sérieusement, Oui. votre métier, c'est la pastorale, après avoir fait des études de philosophie. Tout à fait. Mais dans les livres, vous continuez à faire de la philosophie. Toujours, Toujours. toujours. Et cette fois-ci, vous nous parlez de De Boko Haram, pourquoi Boko Haram. parce que c'est l'actualité, parce que j'ai fait un voyage au Cameroun il y a 3 ans, et cela s'est soldé par une réflexion grave, sincère, sur le thème du terrorisme. J'ai pu observer moi-même le délabrement, tant humain qu'environnemental, et je n'ai malheureusement, ou heureusement, pas pu résister à cette violence. Donc finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas pousser la réflexion plus loin? Est-ce que vous vous êtes senti concerné directement parce que la guerre de Boko Haram du côté Cameroun se déroule dans votre région de naissance? Oui, dans une certaine mesure, étant donné que j'ai vécu de plein fouet la réalité à Maroua, j'ai vu comment les choses se passaient, j'ai pu lire la peur dans le regard des gens, les habitudes qui ont fondamentalement changé. Bien sûr que maintenant, il y a eu quelques améliorations sur le plan sécuritaire. Encore que Maroua, ce n'est pas la région la plus touchée. Il faut aller encore plus haut. Tout à fait. Bon, Maroua, c'est la capitale de la région, c'est vrai. Mais la ville a été touchée. Elle a été touchée à plusieurs reprises par des terroristes ou des soi-disant kamikazes. Encore faudra-t-il définir le terme kamikaze. On va arriver au fond. Tout à fait. On va arriver au fond du sujet. Oui. Et donc vous arrivez, vous sentez que la ville a changé, vous essayez de comprendre ce qu'il se passe. Tout à fait. Les ressorts, les mécanismes de cette violence, essayer d'interroger ce terrorisme. Vous avez compris quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai compris? La question est large. Je ne pense pas avoir tout compris, ça c'est sûr. Néanmoins, j'ai compris pas mal de choses qui sont reliées à l'histoire. Parce que lorsqu'on évoque Boko Haram, on doit absolument se rattacher à la fois à l'histoire immédiate, mais aussi à l'histoire ancienne. Boko Haram, c'est à la fois, si vous voulez, un mixte entre une certaine vision de l'islam et une histoire des peuples locaux. Donc des problématiques, on va dire, historiques, en fait religieuses. Forcément. Et des problématiques actuelles plus politiques. Voilà, il y a un double enracinement, on va dire, oui, sur ce thème-là, précisément. Vous aimeriez commencer à expliquer Boko Haram par son aspect historique, j'imagine, avant d'arriver à la situation actuelle, qui a peut-être des ressorts interro-politiques ou même économiques, ou économiques. Oui, c'est un large spectre. D'ailleurs, dans mon livre, j'essaie de montrer dans un premier temps que Boko Haram a une origine très ancienne. C'est du salafisme, hein, donc il ne faut pas se voiler la face. Boko Haram est... Si on commençait par le début, pour éclaircir chacune de ces notions. D'abord, Boko Haram comme signifie quoi? Pas simplement l'éducation occidentale est un péché, ce qui est un raccourci aussi, parce que l'explication réelle, elle est plus profonde que celle-là. C'est une forme d'islamisation de l'Afrique avec une théorie religieuse et politique. C'est ça la réalité. Après, les interdits autour de l'éducation arrivent
bien sûr ensuite. Mais au fond, vous avez défini Boko Haram comme étant quoi? Alors, ma définition de Boko Haram est assez large et complexe. Je pars de l'étymologie. Bon, je ne maîtrise pas la langue Hausa, qui est une langue du Nigeria, du nord du Nigeria précisément. Mais il me semble que dans Boko Haram, il y a à la fois la notion de l'interdit et la notion de culture. Autrement dit, Boko Haram, c'est l'opposition entre la religion et la culture. Boko Haram est contre la civilisation dite occidentale, elle est contre l'école, elle est contre, j'irai même peut-être plus loin, je vais parler du vestimentaire, ses accoutrements, vous etc. m'affirmez quand on discute de cet ouvrage Oui. que vous voulez sortir des sentiers battus. Oui. Et pourtant, la première définition que vous faites de Boko Haram, c'est celle qu'on entend partout, dans tous les médias, pour caricaturer, l'éducation occidentale est un péché. C'est quand même plus profond que ça, parce que Boko Haram n'est qu'un slogan politique, à un moment donné, qu'ils ont utilisé pour la conquête politique de certaines communes au nord du Nigeria, au départ. Mais sinon, le projet d'islamisation d'abord du nord Nigeria est plus complexe que ça. Vous ne pouvez pas vous arrêter à l'éducation. Je ne m'arrête pas à l'éducation, non, Continuez. pas du tout. Mais il faut pas occulter cet enracinement historique qui est important. Je dirais même cette étymologie qu'il faut peut-être développer pour comprendre d'où jaillit ce mouvement. Aujourd'hui, si on veut raccourcir les choses, on peut les rallonger, on a le temps. On a le temps, évidemment. Allez-y, merci. Prenez votre temps. Je pense que, d'ailleurs, je le dis dans mon livre, je l'ai écrit, il y a quand même une certaine complicité entre ce que nous appelons Boko Haram et une certaine géopolitique de l'humiliation que subit l'Afrique. Ne me dites pas que c'est les enfants de l'école de l'école coranique qui vont combattre contre des militaires camerounais, tchadiens, nigériens ou nigérians. Donc il y a derrière ce vocable, derrière cette expression Boko Haram... Que je n'ai toujours pas comprise de votre bouche. C'est-à-dire l'expression Boko Haram, que signifie-t-elle? Oui, l'expression, il y a... La notion qu'il y a derrière Boko Haram, si vous ne l'expliquez pas, oui. Tout le reste n'a pas de sens. Si, il y a un prolongement. C'est-à-dire qu'il faut partir d'abord de ce que j'ai dit, à savoir Boko Haram. En langue Hausa, Boko, il y a eu une extrapolation. Boko renvoie à Bouk, le livre. Donc il y a eu une appropriation linguistique. Moi, je vais revenir à... J'ai travaillé ce sujet-là un peu. Oui. C'est le mouvement islamiste pour la diffusion ou la propagation en Afrique d'un islam, on va dire salafiste, rigoureux. C'est ça, tout à fait. Rigoriste. Tout à fait. C'est ça qui conduit à tous ces interdits-là. Et pas que contre l'éducation, contre les femmes, contre beaucoup de choses. Ça, c'est la deuxième étape. Je pense qu'il ne faut pas confondre la manifestation de ce mouvement et ce qu'il est. Mais je ne nie pas son attaque contre la culture. Tout à fait. Pas seulement occidentale d'ailleurs, parce que quand ils se sont exprimés là, il y a plusieurs siècles, ce que vous allez nous expliciter tout à l'heure, c'était contre une culture locale. Alors, il faut partir peut-être de l'histoire d'Ousmane Danfodio au début du 19e siècle pour mieux comprendre un certain enracinement historique. Ousmane Danfodio surgit dans un contexte bien précis. C'était un cheikh Peul qui arrive et qui trouve des chefs nigérians bien installés, enfin nigérians non, des chefs Hausa, excusez-moi, à l'époque le Nigeria n'existait pas non plus, c'était des royaumes, le royaume de Borno. Et à cette époque-là, Ousmane Danfodio arrive un peu comme celui qui allait mettre de l'ordre dans la société. Il arrive avec une certaine vision de l'islam. Il arrive avec la force. Déjà. Il arrive certes avec la force, mais il faut peut-être nuancer les choses. Il trouve un contexte tout à fait, un contexte hérissé par la corruption, un contexte tout à fait... Ça, c'est la justification. Les premiers lamidas, c'est-à-dire les espèces de sultanats, tout à fait. Ngaoundéré par exemple, c'est au début de 1800. Tout à fait. C'est un de ses fils d'ailleurs, Adama, qui va s'établir sur la région qu'on appelle aujourd'hui au Cameroun l'Adamawa. Y compris la région nigériane, parce qu'il n'y avait pas de frontières à cette époque-là. Nous avons hérité de ces frontières plus tard, vous le savez mieux que moi. Mais voilà, ces frontières-là. Le Kanem-Bornou,
Absolument, il y avait ces États-là, mais Sokoto. tout à fait. Mais les frontières n'étaient pas encore solidement ou alors de façon. Les frontières que nous avons La notion de aujourd'hui, frontière n'était pas la même. elles n'étaient pas la même. Voilà, il y a eu des mutations au niveau des frontières, des mutations liées évidemment à la colonisation. Ce que je voulais dire concernant cet illustre personnage, Ousmane Danfodio, c'est Vous que, l'appelez illustre. oui, illustre dans son contexte, dans un premier temps. Parce qu'après, il y aura... C'était déjà du djihadisme, hein, si je veux anticiper notre échange. Alors, Ousmane Danfodio, ce n'était pas vraiment du djihadisme, c'était plutôt... conquêtes. Oui, c'était des conquêtes, c'est vrai, mais il faut, c'était une forme de djihadisme, peut-être, si vous voulez, on peut appeler ça du djihadisme, mais ce n'était pas du salafisme. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on bien sûr, parle c'était du pas du djihadisme, C'était l'islamisation. exactement, il y a eu donc cette phase d'islamisation forcée qui a suivi. Donc la première phase, c'était d'abord la réorganisation de la société. Ousmane Danfodio était écrivain, il avait écrit une centaine d'ouvrages, il maîtrisait plusieurs langues, etc. Donc il a pu s'imposer par son sens de l'éthique, de la politique, etc. Donc c'est quelqu'un qui a quand même su, à un moment donné de l'histoire, se profiler de façon tout à fait honorable. Soit. Après... C'est dans la lignée des Omar Tall, depuis tout à fait. le royaume Peul, l'empire Peul du Massina. Voilà, Omar Tall, il y a quand même eu un peu plus à l'ouest. Des exactions qui vont arriver jusqu'à cette région-là. Tout à fait. Après, il y aura une sorte d'invasion. Ça, c'est la deuxième étape. C'est l'étape que nous redoutons, l'étape que nous critiquons, parce que c'est un islam qui a été imposé à ces populations, aujourd'hui du nord du Cameroun, nord du Nigeria, etc. Mais il faut dire que lorsqu'Ousmane Danfodio surgissait, il existait déjà l'islam. Oui, mais c'était un islam... C'est là que j'allais vous arrêter. Il existait déjà un islam depuis le XVIe siècle. Et même avant. Tout à fait. Dans cette région-là. En fait, c'est que Ousmane... les premiers foyers de l'islam en Afrique, 11e siècle au Sénégal, 11e. Tout à fait. Tout à fait. 9e siècle au Soudan. Tout à fait. Alors, ce que Ousmane Danfodio apporte, si vous voulez, c'est la rupture entre un islam qui cohabite avec l'animisme et un islam, entre guillemets, épuré. D'où peut-être... Ce sont les confréries, c'est-à-dire qui a connu ce que l'Église va appeler l'inculturation, qui s'est adaptée en quelque sorte à une culture locale, mais qui a besoin de conquérir et il le fait par la force quand il le faut. On doit discuter encore sur ces notions de confrérie, parce que lorsqu'on évoque les confréries, c'est beaucoup plus à l'ouest. Oui. Je ne suis pas historien. Oui, mais c'est une philosophie, après, qui peut se répondre. Voilà. Mais parce que le lamido aujourd'hui, c'est quoi? Les lamidos, c'est des chefs politiques, administratifs, mais qui ne se préoccupent pas du religieux. Ils ont existé avant l'administration coloniale. Oui, parce qu'ils étaient à la tête de ces royaumes, de ces entités, si vous voulez, de ces peuples-là, de la région. On peut conjecturer sur Boko Haram, il y a peut-être plus essentiel que ça. Vous notez que ce phénomène apparaît à quel moment? Ce phénomène tel que nous le connaissons aujourd'hui apparaît en début 2000, 2000-2001. Il apparaît, il surgit dans un contexte aussi tout à fait précis, c'est-à-dire un contexte de revendication sociale, culturelle, économique. On est au nord du Nigeria où la crise frappe une jeunesse. Mais bon, c'est vrai, mais c'est le cheval de Troie. Certes. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire on peut essayer de comprendre le mécanisme. Bien sûr que nous critiquons Boko Haram, forcément. Une personne de bonne moralité ne saurait adouber ce mouvement folklorique, méchant, violent, tout ce qu'on veut. Mais il faut voir des criminels, des criminels donc, qui sèment la mort. Mais ce que je veux dire, c'est que les commencements de Boko Haram ne laissaient pas entrevoir cette sorte de violence qu'on observe aujourd'hui. Ils partent donc de ces revendications que j'ai nommées tout à l'heure et de fil en aiguille, ils arrivent à associer à leurs revendications plurielles un certain nombre de politiques, les populations, les jeunes qui sont convaincus dans un premier temps
parce qu'il parlait de justice sociale, il parlait d'économie, voilà, toutes ces choses que nous aimerions bien. Il faut un terreau. Alors, Donc le terreau, c'était par rapport au sud du Nigeria, le nord du Nigeria, quel était son état au niveau socio-économique? Oui, disons que le terreau était fertile pour ce genre de mouvement, parce qu'à la base, il y a une injustice, n'est-ce pas? Il y a une injustice rampante. Ils ont voulu, dans un premier temps, pallier voilà, ces réalités-là. Et avec le temps, le mouvement s'est donc dévoilé. Nous le connaissons mieux aujourd'hui. Il est totalement infréquentable. C'est un mouvement à bannir. Et je crois que toute l'énergie est... Si on part du commencement, parce qu'il faut s'installer avec une méthode, avec une stratégie. Oui. Comment le mouvement s'installe, en précisant qu'au départ, il est accepté par les autorités. Oui. Quelle est leur stratégie pour se faire accepter? Pas simplement de ceux qui deviendront leurs fidèles, mais des autorités étatiques. Alors justement, j'ai parlé des revendications. Une fois que vous êtes à la tête... Ils sont porteurs de revendications, mais la structure, c'est laquelle? Ce sont des mosquées, ce sont des imams qui s'installent, ce sont des œuvres caritatives? Alors les premières structures sont plutôt les groupes d'étudiants, des groupes de théologie, en fait, de théologie islamique, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de jeunes ont été formés ces années-là dans certains pays du Golfe. Voilà, donc il n'y a pas un surgissement comme ça. Non, c'est toute une construction idéologique. Donc ils retournent au Nigeria avec des formations de plus ou moins bonne qualité. Ils vont chercher de l'emploi. En général, ils étaient formés en théologie et en linguistique. Or, dans ces domaines-là, tout le monde le sait, c'est pas évident de pouvoir prospérer. On a besoin de l'emploi, on a besoin de techniciens, d'ingénieurs, des gens qui savent, qui savent des métiers, on va dire constructifs, qui rapportent. Or, ces étudiants en théologie et en linguistique arabe, débarquent au Nigeria, ils sont frustrés et de fil en aiguille, ils arrivent à se constituer en groupe, ils vont investir les universités. Et rappelons que dans le nord du Nigeria, vous avez plusieurs universités et dans presque chacune des universités, il existe une faculté de théologie islamique. Donc, ils vont déjà à la source de l'enseignement essayer de l'influencer. Plus ou moins. Et finalement, ces étudiants déçus vont sortir de leur carcan, donc des cercles universitaires, pour investir la société. Est-ce que c'est une circonstance qui les pousse à la radicalisation ou est-ce que c'était un projet? Avec le recul, on peut bien, on peut bien penser qu'il s'agit d'un projet. Parce que la réalité est telle qu'il est impossible de penser que c'était simplement des revendications d'ordre social ou sociétal. C'est quelque chose qui déborde ce contexte-là. Et on voit bien comment est-ce que le diable se profile, comment est-ce qu'il arrive d'une manière ou d'une autre à semer la zizanie dans une société. À quoi ressemble le nord du Nigeria au début des années 2000 ? Sur le plan social, sur le plan politique? Alors, le nord du Nigeria, au début des années 2000, est plutôt marqué par, je dirais, comme par ça... Par opposition au sud, il faut quand même préciser la différence essentielle. D'abord, elle est religieuse. Tout à fait. Il y a cette différence religieuse qui date, qui précède même les années 2000. Bien sûr. Donc ça, c'est très ancien. Dans les années 80, il y a eu par exemple ce mouvement Maïtatsin qui est relié au chiisme. Ce mouvement-là a été réprimé très sévèrement par les forces sécuritaires du Nigeria. 20 ans plus tard, apparaît Boko Haram. Donc on est tenté de dire que le nord du Nigeria est vraiment un terreau fertile pour toutes sortes de violences religieuses. Pourquoi? Parce que aussi partir du mode colonial qui a sévi au Nigeria. Vous avez le sud
qui, selon le colonisateur, est plutôt animiste ou polythéiste. Puis vous avez de l'autre côté, au nord, l'islam qui règne, voilà, l'islam, donc monothéiste évidemment. Donc vous avez deux cultures. Mais vous savez que cet islam-là n'est pas colonial. C'est-à-dire que l'Angleterre, qui est le pays colonisateur du Nigeria, n'est pas celui qui amène l'islam. Il n'amène pas l'islam, mais il instaure un mode colonial, un système colonial qui fait en sorte que la partie nord du Nigeria pouvait développer entre guillemets, sa culture. Donc, par exemple, il y avait moins d'écoles, il y avait moins d'éléments culturels occidentaux dans la partie nord. Les les Britanniques ont préféré laisser les chefs locaux gérer eux-mêmes leur monde. Tandis que dans le sud du Nigeria, il y a eu une sorte de table rase. L'école européenne, donc anglaise, s'est installée, il y a eu des hôpitaux, il y a eu... Bref, c'est un peu une vision, on va dire, quel était l'intérêt duale de la Grande-Bretagne à ne pas développer le nord du Nigeria? Je pense que ce qui s'est passé à cette époque-là, sans être historien, je dirais tout simplement que, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé un peu au nord du Cameroun. Il fallait faire la paix avec les chefs locaux qui étaient déjà structurés, qui avaient des armées, qui avaient des écoles coraniques, etc. Donc il fallait les laisser dans leur tranquillité, pourvu que les grandes décisions qui vont plus tard régir la société émanent du pouvoir colonial. Mais dans les parties sud, que ce soit au Cameroun ou au Nigeria, il y a eu une forme de directivisme. On a tout de suite instauré l'école occidentale et on a tout de suite obligé les populations locales, quelque part, à aussi accepter le christianisme. Hein. Est-ce que pour ce qui concerne le Nigeria, pour ne pas mélanger les deux cas qui sont assez différents dans le fond, est-ce que, pour ce qui concerne le Nigeria, le Nord n'a-t-il pas été délaissé tout simplement parce qu'il y a une plus grande compatibilité à cause du christianisme avec le Sud, de 1. De 2, il y a un choc entre plusieurs grandes puissances au nord du Nigeria, entre la puissance coloniale britannique et un Sud du Nigeria qui est plutôt sous domination française. Quelque peu, parce que dans les temps anciens, le nord du Nigeria était même plus riche que le sud du Nigeria. Oui, c'était la plus grande région commerciale. Et d'ailleurs qu'il faut réhabiliter. Il me semble, c'est sous forme de question que je vous le dis, que l'assèchement du lac Tchad, qui fut une mer par le passé, puis ce grand fleuve, on dit un lac, mais c'est quoi, 6000 km², c'est énorme. C'est quelque chose de considérable. Son assèchement est très symbolique de ce qu'il se passe dans le nord du Nigeria. Parce que ça va aussi créer un certain nombre de problématiques économiques de tous ces peuples qui vivaient de sa ressource. Tout à fait. Et l'on se rend bien compte aujourd'hui que l'épicentre même du conflit, c'est le lac Tchad. Boko Haram s'est replié autour du lac Tchad. Et j'irai même plus loin pour dire que cette région du lac Tchad est pétrolifère et n'est pas encore... il n'est pas exploité, le lac, mais on a pas mal d'informations qui certifient que le lac Tchad est prometteur. Prometteur sur le plan économique et aussi prometteur de violence. Il y a pas mal d'appétit autour de cette région du lac Tchad. Pour élaguer un peu et clarifier ce premier point de notre échange, vous nous dites au départ, Boko Haram a des ressorts politiques et religieux. Tout à fait. Je vous laisse le soin, pour que ce soit un petit peu plus clair pour nous tous, de développer chacun de ces ressorts. Sur le plan religieux, vous avez le temps de faire une petite synthèse de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Alors, sur le plan religieux, j'ai tout à l'heure évoqué le lien entre Boko Haram et le salafisme. Vous savez, salaf en arabe, ça veut dire l'ancien. Donc Boko Haram aimerait développer une sorte de théologie qui se rattache aux origines.
c'est-à-dire une théologie pure, une théologie islamique pure, ce qui est une aberration parce que voilà, on est quand même dans l'histoire, y a une dynamique, on ne peut pas retrouver l'essence fondamentale peut-être, ouais, d'une manifestation de la religion. Donc on ne peut pas demander aux religieux d'aujourd'hui de se comporter comme ceux d'il y a, je sais pas, 5-6 siècles, voire au-delà. Ce qui me préoccupe un peu, là, j'aimerais aussi peut-être éclaircir un aspect important. Vous savez, lorsqu'on parle du salafisme, il faut se rendre compte que c'est un mouvement pluriel. Vous avez la branche révolutionnaire, vous avez la branche plutôt réformiste qui Et Boko Haram est laquelle de ces deux-là? Et Boko Haram, c'est la branche plutôt révolutionnaire qui est rattachée à l'État islamique. Non, il n'est pas devenu parce qu'au progressivement. début, qu'est-ce qu'ils font avec les étudiants? Il ne l'est pas devenu progressivement parce que tout part d'un enseignement. Il faut d'abord une théorie avant de passer à la pratique. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'il y a eu une tromperie. Non, il y a eu d'abord une base théologique qui sous-tend la violence. Et Boko Haram est rattaché fondamentalement à cette branche révolutionnaire. J'évoque juste comme ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, il y a aussi une tendance piétiste. Une tendance piétiste qui est totalement désincarnée, qui ne veut pas rentrer dans le moule politique, qui ne veut pas s'engager, mais qui est plutôt rattachée, on va dire, à l'écriture, à une certaine piété, c'est un peu comme les moines chez les chrétiens. Le point de jonction ici, c'est la religion comme instrument de conquête politique. Alors là, si vous parlez de conquête politique, cela concerne essentiellement les deux premiers mouvements dont j'ai parlé, à savoir les révolutionnaires et les réformés. Et comme nous parlons de Boko Haram? Boko Haram a un projet politique, c'est clair, un projet politique chaotique. C'est un peu absurde, mais c'est ça. Donc Boko Haram aimerait installer une certaine politique de la violence, une certaine manière de vivre qui ne nous correspond pas et qui n'a jamais correspondu à personne. Pour conquérir le pouvoir et ensuite conquérir les esprits. Alors, à un moment donné, il faut aussi se poser la question. Qui est derrière Boko Haram ? Il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, Boko Haram, c'est ceci ou cela. Mais qui outille ce mouvement? Qui le forme? Qui lui donne les ressources nécessaires pour pouvoir émerger? Nous allons y arriver. Voilà. Mais il faut d'abord comprendre, puisque vous l'appelez phénomène, il faut d'abord comprendre le phénomène. Oui. Et je pense qu'on va comprendre le noumène. On va comprendre la chose dans son essence. Tout à fait. Et puis, ses enjeux autres, sur le plan géopolitique notamment. Donc, voilà un mouvement qui surgit au nord du Nigeria parce qu'il y a un terreau, si je vous ai bien suivi, un terreau sociopolitique favorable, un nord qui est abandonné et pauvre, et ils viennent à la conquête de ces pauvres-là, en quelque sorte. En plus, avec le phénomène de la désertification et de l'assèchement de la région du lac Tchad, dont on ne parle pas assez, dans la région de Dega. Tous les pêcheurs qui ne se querellaient jamais par le passé commencent à parler de frontières. Parce que dans cette région-là, la carte d'identité n'a jamais existé, encore moins la frontière. Lorsque le poisson se raréfie et qu'on a les premiers affrontements il y a quelques années, et maintenant chaque État doit protéger ses pêcheurs. C'est symbolique, mais c'est emblématique d'une région qui a le tournis. Et donc c'est dans ce contexte-là que le pasteur vient remplacer l'État qui fait défaut par rapport à l'école, par rapport à la route, par rapport à l'hôpital. Le pasteur, c'est vous, mais l'imam. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention parce que lorsqu'on parle des États au nord du Nigeria ou au sud du Nigeria, peu importe, dans ces États-là, il y a plusieurs ethnies. Aujourd'hui, on sait par exemple que les Kanouris, qui est l'ethnie majoritaire de Boko Haram, malheureusement, en fait, je ne sais pas comment dire les choses, mais il y a un conflit qui est latent entre les Haoussa et les Kanouris. Depuis longtemps. Depuis longtemps, et ces conflits se sont exacerbés avec l'avènement de Boko Haram. On ne sait plus où donner de la tête. Et je pense aussi qu'à la suite de l'irruption de ce mouvement,
il y a eu une sorte de contamination des populations locales, forcée ou pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'on essaye d'une manière ou d'une autre d'acheter les consciences. On va chercher des jeunes. Mais Boko Haram a eu beaucoup de succès au début des années 2000. Oui. Qu'est-ce qui explique l'adhésion et même la popularité de Boko Haram dans ces années-là, pas seulement dans les milieux étudiants? Oui, justement parce que Boko Haram s'est présenté comme le défenseur des pauvres, comme celui qui allait venir On a mettre vu un ces terme mouvements comme en à l'injustice. Turquie, on a vu des phénomènes similaires en Tunisie, etc. à la conquête du pouvoir. C'est toujours très subtil et très populaire. Le premier, c'était le Fils en 92. Tout à fait. Bon, le fils, oui, en Algérie. Mais Oui. je pense aussi que on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité un mouvement comme Boko Haram et ce qui se passe en Turquie aujourd'hui. Bien sûr que non. Il y a eu conquête politique par des élections, mais le rigorisme. Et puis, la Turquie est l'exemple de beaucoup, dont l'envie de conquérir le pouvoir par le vote. Mais on n'y arrive pas comme ça dans tous les pays parce que les structures ne sont pas les mêmes. Oui, il y a un islam social qui est un peu transversal. C'est-à-dire que tous ces mouvements-là ont, d'une manière ou d'une autre, une certaine conscience sociale, bon, avec des intensités différentes, bien sûr, mais Boko Haram, à un moment donné, a voulu se faire, si vous voulez, le porte-parole même des peuples réprimés. Des peuples ou bien des peuples du nord du Des Nigeria. peuples du nord du Nigeria, évidemment, dans ce contexte-là. Mais après, on a vu que le mouvement s'est exporté. Il est allé Mais au Niger, il est comment allé Boko au Haram Tchad, arrive à la au Cameroun. violence? Est-ce que c'est une violence par réaction? Parce qu'on se souvient, pour leur faire justice, si on peut se faire les avocats du diable pendant quelques secondes, c'est l'État qui commence la répression des militants de Boko Haram. Oui, l'État commence la Les répression. 700 morts dans une mosquée, c'est en 2009. Tout à fait. Mais il faut aussi dire une chose, c'est que le personnage de Mohamed Youssouf est quand même assez emblématique. Bon, c'est quelqu'un qui avait un certain charisme que Shekau n'a pas. Il a fait un tour, donc Mohamed Youssouf a fait un tour au Niger, où il a rencontré le mouvement Izala. Pendant une année, il a fréquenté ces gens, donc islamistes aussi, je ne dirais pas modérés, pas du tout, mais qui infiltrent l'administration nigérienne. Donc qui installent leurs pions dans l'administration nigérienne, pas nigériane. Et au moment où Mohamed Youssouf a fait preuve de quelques gestes de violence, il a été immédiatement mis à la porte. Parce que ce mouvement Izala n'a pas besoin de publicité. Donc c'est un mouvement, si vous voulez, qui agit de façon rampante, qui rentre un peu partout et qui s'accapare de tout le dispositif administratif et politique. Mais Disons que c'est son projet. avant Boko Haram, il y a au moins une douzaine d'États du nord du Nigeria qui pratiquent déjà la charia. Effectivement, la charia était pratiquée. Donc ce sont autant là si vous voulez, des terreaux qui ont permis l'avènement du mouvement Boko Haram. J'ai parlé aussi des années 80 avec ce mouvement d'obédience chiite qui a voulu bouleverser tout le nord du Nigeria. Ça ne s'est pas passé, fort heureusement, comme Et il la le mort de souhaitait. Mohamed Youssouf dont vous parlez, qui était le leader charismatique de Boko Haram à sa création au début des années 2000, jusqu'à son assassinat, parce qu'il est Oui, tué tout à fait. avec une masse de personnes en 2009. Tout à Et fait. c'est à ce moment que ce mouvement entre officiellement dans la clandestinité et les armes. Oui. Non pas qu'il n'en avait pas, mais l'affrontement n'était pas encore frontal. Pour l'instant, le rapport de force était en faveur de l'État. Il y a eu un mouvement stratégique de la part de Boko Haram pendant ces années-là. À la mort de Mohamed Youssouf, Boko Haram s'est replié. Et dans le même contexte historique, il y a eu aussi la mort de Kadhafi. Donc les djihadistes qui étaient muselés pendant des années par Kadhafi ont pu... Le verrou a explosé. Le verrou a explosé. Avec la Ces mouvements-là se sont émancipés et ont pu, de fil en aiguille, descendre un peu plus au sud, donc dans la région subsaharienne. Continuez, parce que vous avez un instant évoqué ceux qui sont derrière. Puisqu'on est déjà derrière le Nigeria, continuez.
sur cette lancée? Mais je pense justement, c'est une thèse que je défends dans mon livre. Pour moi, il y a une sorte de géopolitique de l'humiliation. On revient encore là-dessus. Il y a eu la traite, il y a eu la colonisation, il y a la néocolonisation. Et pour moi, Boko Haram participe de cette néocolonisation de l'Afrique. C'est-à-dire, c'était un mouvement obscur qui s'installe en Afrique pour empêcher, pour endiguer toutes sortes de développement de ces pays. N'oubliez pas une chose, c'est que le Nigeria a été à un moment donné le pays le plus puissant d'Afrique du point de vue économique. Alors, lorsque vous hébergez de revenus bruts, lorsque vous hébergez un mouvement comme Boko Haram dans votre pays, comment pourriez-vous vous développer? C'est simplement pas possible. Donc, vous laissez entendre que dans la géopolitique mondiale, dont le cynisme n'est ignoré de personne, oui, le Nigeria a pu être affaibli par un mouvement qui a été arrosé comme une fleur, plus exactement ici une mauvaise herbe, depuis l'extérieur. Ce mouvement est suffisamment arrosé. Je vous ai évoqué financièrement, militairement, du point de vue de l'armement, etc. Parce qu'il est inconcevable de penser que les enfants de l'école coranique, appelons-les comme ça, aient assez de moyens pour pouvoir combattre les armées nationales. Mettre à genoux pendant un certain temps des armées nationales de 4 pays. Mais ce serait qui les arroseurs? Alors il faut aller un peu plus loin. C'est vrai que dans mon livre, je l'ai dit, j'ai cité l'ancien ministre tchadien de la communication qui disait, mais haut et fort, que les 2/5 par exemple de l'armement utilisé par Boko Haram sont français, par exemple. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que la France derrière tout cela. Il y a eu aussi des pays du Golfe qui, à un moment donné, l'intérêt de la France ont arrosé. Les intérêts sont... Parce que moi, je vous réponds naïvement. Hein, le marché des armes, on peut acheter des armes russes, françaises, chinoises. Je pense qu'on peut élargir la réponse. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts, d'abord géopolitiques, hein, ça c'est sûr. Qui sont? C'est une région importante, il faut être là. Aujourd'hui, vous avez des puissances étrangères bien établies dans ces différents pays, que ce soit au Niger, au Tchad, au Cameroun comme au Nigeria. Vous avez ces puissances étrangères qui sont fortement établies pour des raisons plus ou moins justifiées. C'est même ironique parce que ce qui est dit, c'est que ces mouvements-là, ces forces étrangères qui sont établies dans ces régions-là, sont justement comme une réponse à ce mouvement de Boko Haram. C'est quand même paradoxal. Une question encore très naïve. Est-ce que l'argument de la main extérieure ne déresponsabilise pas des États? C'est-à-dire que si le Nigeria avait fait du nord du Nigeria une région prospère, comme certaines régions du sud, est-ce que des jeunes auraient suivi ces gens-là? Si l'armée nigériane était équipée comme la richesse du Nigeria le permet, parce que ce n'est pas normal qu'une armée comme le Nigeria ne puisse pas affronter un groupuscule comme celui-là. Au début de ce conflit, on a retrouvé parfois des casernes désertes ou des chars de l'armée dans les mains des terroristes, et ou des milliards dans les maisons des généraux. Et je n'invente rien, c'est filmé, c'est montré à la télévision. C'est-à-dire que si vous ne développez pas un pays, vous n'allez pas vous plaindre. Le monde est violent. Le monde est violent, est très violent, et il est cynique. Et il l'a toujours été. On peut parler de El Hadj Omar Tall, on peut parler d'Othman Dan Fodio. Aujourd'hui, on peut parler de la guerre en Syrie, en Irak, au Cameroun, au Nigeria. Ça a toujours fonctionné comme ça. Vous voulez être première puissance économique mondiale, vous ne vous armez pas? Africaine, à tout le moins, avec d'autres ambitions, j'espère. Et vous ne vous armez pas? Mais je pense qu'il faut invectiver la corruption dans un premier temps, qui conditionne aussi, si vous voulez, l'évolution de ces mouvements-là. Parce qu'avec la corruption, vous ne pouvez pas construire un pays. Que se passe-t-il au nord du Nigeria? Ou que s'est-il passé, notamment sous Goodluck Jonathan, des casernes, comme vous l'avez souligné, ont été complètement désertées par des personnes soit faibles, soit corrompues.
le métier le plus sûr pour être milliardaire au Nigeria, c'est soit pasteur, soit général d'armée. Ah, Ça nous interroge quand même. c'est clair que la religion est devenue un objet de commerce, un objet mercantile dans nos pays africains. Il ne faudrait pas seulement aller en Afrique pour l'observer, ici en Occident aussi, c'est un phénomène. Il y a une sorte d'explosion comme ça de vocation dite pastorale Parce que, excusez-moi, qui offre de l'emploi. la question religieuse, puisqu'on parle d'un effet miroir entre le Nord et le Sud, Oui. l'argument rigoriste Mhm. qui débarque au nord du Nigeria, c'est de dire ne vivez pas comme ces gens du Sud qui passent le temps à boire et à manger, aller dans des églises, avoir des hélicoptères, etc. et à vous appauvrir. Ici, nous, on va vivre comme des saints hommes et on va punir sévèrement ceux qui fautent, les voleurs, les ci, les ça. C'est comme ça que la charia se répand. Et ça a du succès. Parce qu'on voit ces pasteurs sur des chaînes de télévision qui sont richissimes. Ça a du succès. L'argument contre la corruption des élites, contre la corruption des pasteurs, etc. Et à un moment donné, les hommes politiques du nord du Nigeria vont accompagner le phénomène. Puisque pour être élu, on ne peut pas être élu contre son peuple. Il faut faire semblant au moins d'adhérer à la thèse qui se répand et qui est populaire. C'est comme ça que Boko Haram, pendant 10 ans, va prospérer. Je pense que oui, ce que vous dites est pertinent. Mais jamais la vérité n'est qu'un seul élément. Il y a beaucoup de choses. Bien sûr. Pas mal c'est un élément d'éléments masqués, qu'il est bon de souligner quand même. Oui, il faut les souligner, mais en même temps, tout à l'heure... Parce que le Sud, c'est le pétrole, pour dire les choses clairement. Le Sud du Nigeria, c'est le pétrole, c'est une région folle. 6e producteur mondial de pétrole quand même. Alors, lorsqu'on parle de la pauvreté au Nigeria, il faut savoir raison garder. Les pauvres, ce n'est pas seulement dans le nord du Nigeria. Bien sûr. Dans le sud aussi, il y a des pauvres. Bien sûr. Rappelons-nous que les populations mais il y a une structure sociopolitique et économique qui a pu être utilisée comme un argument électoral. D'ailleurs, pourquoi dans leur constitution, ils ont intégré le principe de l'alternance à la tête du pays entre un homme du Sud et un homme du Nord, pour, en quelque sorte, équilibrer le pouvoir, que certains ne se sentent pas exclus, il me semble. Oui, cela participe aussi, je dirais, de l'intelligence politique de ce pays, qui a beaucoup de difficultés, c'est vrai, mais qui a aussi des ressources, qui a des qualités. Cette alternance, par exemple, elle permet une certaine stabilité, une certaine unité du pays, qui ont été quelque peu charriés il y a quelques années. Le Nigeria, c'était le pays des coups d'État, des généraux qui défilaient l'un après l'autre. Et aujourd'hui, on assiste quand même à une sorte d'apaisement. Oui, depuis Obasanjo. Tout à fait. Depuis Obasanjo, je crois qu'il y a eu une sacrée évolution sur le plan politique. Revenons à ces forces extérieures qui profitent donc de tout ce contexte-là. Oui. Elles profitent d'un afflux de djihadistes, avec le verrou qui a sauté, avec l'Algérie, avec le Niger, avec le Mali, et qui ouvrent les vannes. Et puis toutes les rébellions qui étaient contrées dans les pays voisins, comme le président Déby au Tchad, qui faisait face à une rébellion depuis longtemps. Oui. Tous ceux qui sont descendus jusqu'en Centrafrique. Oui. Et donc il y a des hordes de combattants potentiels. Mais après, il faut trouver l'argent. Alors, ce qu'il faudra redouter dans les années qui viennent, restons quand même optimistes. On aimerait bien que la paix revienne dans ces pays-là, mais en même temps, restons aussi réalistes. C'est-à-dire que, au fil des temps, ces mouvements qui essaiment un peu partout dans la partie subsaharienne de l'Afrique finiront par se regrouper. Pas seulement dans l'idéologie, pas seulement, pas seulement sur le plan théologique, mais également, malheureusement, sur le plan peut-être militaire. Vous avez des mouvements comme en Sardine, vous avez AQMI un peu plus haut, etc. Donc tous ces mouvements-là arrivent avec le temps à s'unir et à être davantage plus forts. Maintenant, il faudra que nos États puissent vraiment, d'une manière résolue, combattre ces mouvements-là. Alors, les combattre comment? On va dire militairement, c'est vrai. Ça, c'est une piste. J'allais dire même c'est l'urgence. Mais
au-delà de l'aspect militaire de la lutte contre un mouvement comme Boko Haram, il faudra absolument intégrer l'éducation. Il faut que l'État puisse aussi investir ces lieux en les transformant. Ça va prendre du temps, c'est vrai, mais n'oublions pas que si, par exemple, Boko Haram a pu arriver jusqu'au nord du Cameroun, dans la région de Mora, Fotokol, Limani, etc., c'est aussi parce que l'État n'était peut-être pas suffisamment présent et il faut vraiment que l'État soit fort à ce niveau-là. Nous avons la chance ici d'avoir un public qui m'a l'air suspendu à vos lèvres. Et quand je les regarde au fond des yeux, je sens que certains meurent d'envie de vous poser une question, mon cher Zaché. Je vais passer le micro au public. On va passer le micro tout simplement. Voilà. Avec plaisir. Et on va écouter la Avec question. plaisir. Voilà. Il y a un micro qui est prévu pour vous. Tout est parfait ici. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Allô? Oui, voilà. Fleur Agnès Dazoa. J'avais une question, enfin 2 questions par rapport à Boko Haram. Ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, c'est que finalement on se retrouve, peut-être j'ai pu me tromper dans ma compréhension, mais on se retrouve en face d'un phénomène qui a été au départ soutenu par l'État. Voilà. Donc la question que je me pose, c'est de savoir mais comment l'État va faire maintenant pour combattre un phénomène qu'il a lui-même soutenu. Pas soutenu. Pas soutenu, exploité. Non, l'État... Non. L'État était faible. Et l'État, le phénomène s'est substitué à l'État. Puisqu'au début, c'est un phénomène de morale, de gens qui viennent avec une espèce de religion de la morale, de la droiture, de la citoyenneté, de l'honnêteté. Et c'est ça le leur. Et progressivement, ça prend de l'ampleur. Donc l'homme politique, pas l'État, à un moment donné, croit pouvoir récupérer ce mouvement-là. C'est de l'entrisme en réalité. C'est effectivement de l'entrisme. Il y a une forme de déliquescence de l'État. Parce que l'État n'était plus tellement présent dans la réalité des gens. Et cela a favorisé l'irruption des mouvements irrédentistes. C'est ce qui s'est passé. Donc Boko Haram, etc., c'est des mouvements qui ont profité en quelque sorte de l'absence de l'État. Alors est-ce qu'on peut faire un parallèle avec pas les mouvements terroristes, avec ce qui se passe par exemple dans les banlieues françaises, où il y a peut-être des imams qui viennent avec une certaine vision de l'islam et qui maintenant, enfin qui profitent. Sauf que l'État est plus fort, mais le calcul peut être le même. Le calcul peut être le même. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a un parallèle entre les deux. Il y a pas mal d'affinités entre ce qui se passe dans ces banlieues françaises et ce qui se passe au nord du Nigeria. Évidemment, ici, l'État est peut-être plus structuré, il arrive à répondre, des fois pas de façon efficace non plus, parce que la violence n'est pas toujours la réponse absolue. Il faut à un moment donné introduire une forme d'éducation. Il faut lutter aussi contre certaines injustices sociales. On ne va pas simplement réprimer, mais il faut démonter tout le mécanisme qui s'est développé dans l'esprit des gens. D'accord. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut parler de Boko Haram, il faut parler du Nigeria, il faut parler du Cameroun aussi, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que dans ces pays-là, il y a une stratégie en fait de défense? Est-ce qu'il y a une stratégie de combat? Qu'est-ce qui est prévu pour protéger les populations de ce phénomène, comme vous dites dans votre livre? Alors, je puis dire tout de suite que, en ce qui concerne le Cameroun, par exemple, il y a eu un déploiement militaire sans précédent dans la région nord du Cameroun. J'avoue que si, par exemple, le Bir au Cameroun n'existait pas, on serait peut-être un pays totalement envahi aujourd'hui. Donc il y a sur le plan militaire une réponse adéquate. Ça, on peut le souligner. Il y a eu aussi localement la naissance de ce qu'on appelle les comités de vigilance. C'est des paysans qui se regroupent pour se protéger. Et la coordination entre les pays? Et les coordinations entre les pays, évidemment, il y a eu donc,
Il y a à N'Djamena une sorte de coordination Est-ce qu'elle est militaire. effective et efficace? Je pense qu'elle joue pleinement son rôle. Elle joue pleinement son rôle. Il faut aussi souligner que Boko Haram, c'est un mouvement qui avance aussi masqué. Il est difficile de combattre de tels mouvements parce qu'ils développent des stratégies. Par exemple, ils envoient de faux kamikazes, des gens se faire exploser. Personne ne peut imaginer qu'une jeune fille de 15 ans qui rentre dans la foule va se faire exploser. On ne l'imagine pas. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, dans la ville de Mora, par exemple, une décision préfectorale avait interdit aux jeunes filles de se rendre au marché. Parce qu'elles portaient avec elles des calebasses et certaines étaient obligées, elles étaient téléguidées. C'est pour ça que je parle de faux kamikazes. Parce qu'il n'y a pas une conscientisation derrière. Il y a plutôt une instrumentalisation. Allez-y, allez vous faire éclater. On actionne la bombe de loin. Une personne se fait éclater, il y a 20, 25 morts. Alors moi je reviens avec la même question, mais qui instrumentalise? Qui est derrière Boko Haram? Est-ce que l'on sait à Répondons peu clairement, on est à Genève. Alors il y a deux, moi je parlais tout à l'heure de l'instrumentalisation des jeunes filles et même plus tard des jeunes garçons sur la place du marché ou là où il y a des foules. Ça c'est plutôt l'instrumentalisation immédiate, c'est là, c'est si vous voulez, appelons-les comme ça, des militaires de Boko Haram qui vont tuer des personnes. Mais qui tire les ficelles? Maintenant, qui tire les ficelles, oui. Moi je suis convaincu que Boko Haram c'est un mouvement qui dépasse la portée d'un pays. C'est-à-dire c'est pas le Nigeria ou c'est pas au Nigeria que Boko Haram peut trouver toutes les ressources nécessaires pour semer la zizanie qu'on observe aujourd'hui. Je pense qu'il y a dans l'ombre de Boko Haram une sorte de gens ou alors de pays ou de groupes d'intérêts masqués qui veulent déstructurer cette région de l'Afrique. On ne peut plus rien faire là. Tout est bloqué. Donc je pense qu'il y a des intérêts puissants et il y a malheureusement dans la mondialisation actuelle, Boko Haram il est s'appuie difficile. sur une idéologie, reçoit des financements, des armes, Tout à fait. du renseignement. Tout. Ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour être le plus violent possible. Est-ce qu'on peut interroger la responsabilité des États concernés dans le fait d'avoir réagi pour certains assez tard? Parce que Boko Haram s'est installé pendant 2-3 ans sans que personne ne bouge. Peut-être même longtemps avant. Oui, peut-être même longtemps avant. Je veux dire même d'un point de vue militaire. Tout le à fait. Cameroun s'est déployé là, c'était en 2014, je me souviens, j'y étais, et je me souviens du fameux discours, mais le phénomène est ancien. Moi, à la télévision, les premiers articles que j'ai faits, les premiers éditoriaux sur Boko Haram datent de 2009, où je me disais, mais des gens qui sont plus informés que moi ne le voient-ils pas? Ce que je vois là, ça va déborder. Et ça a débordé devant tout le monde. Oui, la phase d'identification a été très longue. Et parce qu'on attendait le secours de... Pas forcément le secours, je dirais. On attendait plutôt à connaître le mouvement. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu, comme d'habitude dans nos pays, une forme de minimisation des choses qui nous arrivent. On attend quand ça dégénère pour réfléchir, alors qu'on peut anticiper sur certaines crises. Il nous reste 10 minutes d'émission. Tout le monde peut poser des questions. Si vous avez envie, tout le monde peut poser. Je crois que les Nigériens ont essayé de négocier avec Boko Haram. Et là, ils se sont trompés. Mais pendant un certain temps, Boko Haram a voulu jouer le jeu de la négociation. On ne peut pas dire que les Nigériens n'ont pas tout essayé. Mais le rôle de Boko Haram est beaucoup plus vaste. C'est bien déstabiliser toute l'Afrique, pas seulement le Nigeria. Maintenant, vous ne parlez pas des mines, des richesses qui sont là. Vous ne parlez pas des Ibo. Vous parlez de rien du tout de ce qui existe. Vous ne parlez pas des Mamileke. Vous ne parlez pas de toutes ces populations qui sont en fait un des buts de destruction de ces populations. Je crois que le conflit risque vraiment de terminer en conflit de guerre civile parce que ni les uns ni les autres ne peuvent l'admettre.
Alors tout à l'heure, nous avons quand même évoqué le fait qu'autour du lac Tchad, il y ait du pétrole. On l'a évoqué. Au Niger, l'uranium, évidemment. Donc dans tous ces pays-là, il y a des ressources. Tout le monde le sait. Tout à fait, vous avez raison. Les questions sont finies dans le public. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question, Rias? Ah ben, tout le monde peut parler, hein, même en parlant. Oui. Je pense que il y a eu des échanges intéressants au niveau de la présidentielle en France. Et c'était très intéressant d'entendre les petits candidats sur le sujet. En particulier la question du financement du terrorisme international, du terrorisme international de manière générale. Et j'ai l'impression qu'il y a des noms qu'on ne peut pas citer en fait. Il y a des pays qu'on ne peut pas citer. Et je me rends compte que même moi, en tant que blogueur intervenant sur des espaces publics, on a le sentiment que si on cite certains noms, ça peut se retourner véritablement contre nous. Il y a une sorte d'omerta. Donc voilà, je sais pas, on a vu comment vous avez eu du mal à citer certains noms, alors que bon, on pense quand même à des pays comme l'Arabie Saoudite, on pense au Qatar. Oui. On voit le pognon qu'ils mettent pour implanter, accélérer le processus d'islamisation du nord du Sahel. Alors, quel regard vous faites sur ce qui se passe au Nigeria, sur cette question-là, sur ces fonds qui viennent de cette région du monde et le processus d'islamisation qu'il y a en Côte d'Ivoire aussi, parce que ça ne concerne pas que le Nigeria, le Côte d'Ivoire, le Togo et ainsi de suite. Quel regard vous avez sur ce financement-là ? Et quelles sont les réactions finalement de la communauté internationale ? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a véritablement une sorte de consensus, il ne faut pas toucher à ces deux États. Alors, si nous parlons d'islamisation, je pense que là, il y a quand même une question qui mérite d'être posée. On a beaucoup parlé d'islamisation. Comme on a 5 minutes, parlez bien de cet aspect international-là, parce qu'on n'a pas eu beaucoup le temps d'en parler. Oui, ça participe justement de l'internationalisation du conflit. On sait que les wahhabites au Nigeria et d'Arabie Saoudite et du Qatar ont financé ouvertement le mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas de manière indirecte, par exemple, des pays qui disent on va voter à l'ONU et personne ne vote à l'ONU pour venir en soutien, des pays qui doivent apporter de l'armement et personne n'apporte cet armement? On l'a vu au Nigeria, l'administration Obama a refusé des armes à l'État nigérien en disant vous n'étiez pas un État sûr, on n'est pas sûr que ça ne va pas finir dans les mains des terroristes. Ils sont plutôt venus s'installer du côté du Cameroun. On ne sait pas si c'est une base militaire, mais c'est concret. On n'est pas en train d'inventer des choses là. Depuis le temps qu'ils ont dit qu'ils vont réfléchir pour apporter une aide ou de l'argent ou une aide militaire, il n'y a rien, aucune résolution. Mais on nous casse des oreilles avec plein de choses. Mais voilà des gens qui meurent tous les jours de ce fameux même terrorisme. Donc si on cherche des responsabilités, on peut aussi en trouver là. Alors je pense que les réactions au niveau international sont assez timides. Ça, il faut le reconnaître. Ils sont inexistants, ils nous perdent du temps. Cependant, il n'y a pas si longtemps, l'ONU a effectué un déplacement à Maroua, justement au nord du Cameroun, avec certains de ses membres, pour constater l'effort fait par le Cameroun pour combattre militairement le mouvement. Heureusement que le Cameroun avait une armée, heureusement que le Tchad est fort, heureusement que le régime a changé au Nigeria, et puis le Niger est défendu par l'armée française. Alors, c'est à nous de nous défendre. Je pense qu'il ne faut rien attendre, objectivement. Ben voilà l'enseignement. Il faut attendre rien. Quand on a de l'argent, on achète des armes. On ne se développe pas en vendant des fleurs. C'est pas possible. C'est à nous de lutter contre ce mouvement, tant militairement, socialement, culturellement, sur le plan de l'éducation, tout ce qu'on veut. C'est à nous de contrer ce mouvement. Nous n'aurons pas vraiment l'aide souhaitée. C'est à nous de contrer ce mouvement. Ça tombe net avec notre dernière seconde. Hein. Et merci de nous avoir suivis en apéro du professeur comme tout à l'heure pour parler de littérature en Afrique. À quoi bon ?